Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre magazine de chaque dimanche. À pareille heure, nous nous retrouvons et mardi en rediffusion à 14h05 pour parler parcours d'une personnalité. Vous avez demandé, vous avez encore une fois sollicité, je l'ai reçu la fois passée, vraiment il est toujours parcourable. Vraiment qu'il a un CV très fourni, il doit encore parler de lui pour inspirer beaucoup d'autres jeunes. À savoir que dans la vie, il faut bosser dur après avoir eu une vision et il faut rester déterminé. Parcours, nous recevons l'honorable Daniel Ngoy, il est dignitaire d'État, ambassadeur, diplomate international de la paix, PCA de l'ONGD TEGRA. Nous le recevons sur ce plateau. Honorable, bonsoir. Bonsoir, monsieur Eric. Encore une fois, très heureux de vous avoir sur ce plateau. De même, de mon côté. Nous entrons déjà dans le vif de notre sujet. On ne peut jamais parler de vous sans TEGRA. Aujourd'hui, l'honorable Ngoy, vous êtes vous parce que TEGRA est à vos côtés. Donc, on ne peut jamais vous dissocier. Laissez-nous d'abord savoir quand est-ce que TEGRA a vu jour ici dans le Haut-Katanga. C'était quand et c'était d'abord pour quels objectifs? Ok, merci beaucoup. Tel que vous l'aviez dit, impossible de me dissocier de TEGRA. TEGRA en tant que vision, en tant que philosophie, c'est pratiquement impossible que je sois dissocié de ça parce que nous ne gérons que par ça sur le parcours de la vie. Alors, TEGRA a vu le jour un certain 20 mai 2009. Okay. Et les objectifs, nous l'avions dit la fois passée, sont tels que nous voulons assister la population par la création des œuvres sociales de développement. Et cela dans quelques domaines bien précis, la santé, l'éducation et l'agro-pastoral. Très bien. Nous allons entrer dans ces domaines un à un. La santé d'abord, parce que vous avez commencé par la santé, le domaine purement sanitaire. Pourquoi ne commencer que par là? Qu'est-ce qui vous avait pris de commencer d'abord par ce domaine-là sanitaire? Nous commençons par là et puis nous allons toucher les deux autres après. Ok, merci beaucoup. C'est tel que je dis que c'est d'abord une vision. Oui. En tant que vision, il y a certaines idées qui peuvent monter en vous, mais vous-même, vous ne savez pas justifier le pourquoi de ça. Lorsque nous nous sommes mis ensemble pour tenter de discuter et de pouvoir, n'est-ce pas, définir les histoires, nous avions un talent au milieu de nous, à la personne de l'honorable Serge Yumba, qui est médecin, et pendant ce temps-là, lui était déjà opérationnel, il était médecin, il travaillait déjà avec la mission Garé-Gaz. En travaillant avec la mission Garé-Gaz, il était beaucoup plus dans la médecine rurale. Oui. Alors, après les échanges, nous nous sommes dit que nous devrions impacter la population, mais par quoi devrions-nous commencer? Comme lui était là et disponible, et nous avons pensé privilégier ce domaine-là comme le premier domaine d'intervention de TEGRA. Donc, c'est tout simplement parce qu'on avait un talent, une personne prédisposée pour prendre cette charge et le véhiculer, l'homme dans son domaine. Alors, le fait que nous avons discuté, que nous avions vu que c'était faisable, on pouvait commencer par une première structure avec quelqu'un qui pouvait faire ce volontariat. Alors, je crois que nous avons mordu à ça et nous avons commencé déjà une planification en vue de faire une construction dans ce domaine-là. C'est ainsi que notre première structure, c'est une structure qui a été construite par les moyens de cofondateurs que nous sommes. Nous avons construit ces
dans la commune annexe du côté Kilobé-Lobé. Nous sommes dans la zone de santé de Kampemba. Alors nous avons commencé la construction en 2012 et vers la fin de 2014, tout était fin prêt. Et je crois autour de novembre, décembre 2014, nous avons démarré, nous avons ouvert notre première structure. Donc vous m'aviez parlé tantôt que c'est en 2009 que vous avez commencé. 2009, c'est la formation, la création de l'organisation. Ok, les documents, tout. Oui, oui, documentation, idéologie. Nous avons donné le programme, on a fait la planification et avec le temps, les moyens ont suivi le projet que nous avions mis en marche. On a commencé à construire progressivement jusqu'à ce qu'en 2014, c'est alors que les gens ont accédé pour la première fois dans nos structures. C'est-à-dire, la planification était faite déjà depuis 2009 et nous étudions la faisabilité. Comme nous devrions commencer par notre propre structure pour ne pas être locataire, parce qu'on voulait une vision durable. Oui. Et c'est ainsi que nous nous sommes dit qu'on devait commencer par chez nous. Alors, le temps de planifier, le temps d'avoir les moyens, le temps de commencer à construire. 2012, on commence la construction. Au même moment, on construit. Au même moment, on se demande pour s'informer où pouvons-nous trouver tel ou tel autre appareil, oui, tel ou tel autre matériel. Ça nous a pris tout le temps que ça nous a pris pour que, en décembre 2014, que nous soyons visibles et opérationnels. Très bien. À vous comprendre, honorable, c'est que l'idée a commencé par vous deux, entre amis, comme vous me l'aviez dit l'autre fois. Vous êtes un club d'amis, l'amitié a perduré jusqu'à aujourd'hui, mais la planification, ce n'était que vous deux, les planificateurs, mais vous vous êtes servi du domaine dans lequel votre ami œuvrait déjà avec les actions sanitaires dans les milieux ruraux, et par là, vous êtes parti. Pas de... L'idée de planification. L'idée de base est partie de nous tous. Donc, et vous m'avez dit qu'il y en a d'autres qui sont venus vous rejoindre. Les 8 membres. Les 8 membres, ce sont les membres qui étaient à Saint-Tété. Je vous comprends, vous ne voulez vraiment pas léser les autres. Vous êtes vraiment dans cette cohésion où vous ne savez vraiment pas parler que les autres sont venus après. Non, je suis en train d'expliquer ce qui est normal. Vous allez vous rappeler que je vous ai dit que Tegra n'a pas commencé en tant que Tegra. Oui. Tegra, c'est la résultante de plusieurs associations. Effectivement. Parmi lesquelles je parlais de Gelire. Oui, oui. Dans Gelire, il y avait à peu près 4 membres jusqu'à avoir 8 membres qui composaient des poèmes et on évoluait dans ce sens-là. Et un peu plus loin, il y a eu la famille Saint-Tété qui est née. Et la famille Saint-Tété, c'était beaucoup plus une cohésion des couples, c'est-à-dire d'abord nous hommes, nos fiancés ou nos femmes nous ont associés dans cette idéologie. Okay. Et on a évolué. Et c'est plus tard, en 2009, que nous avons eu une idée claire de Tegra comme vision. Oui. Et en ce moment-là, ce sont les mêmes amis, les mêmes personnes qui se sont mises ensemble à 8 ans. C'est-à-dire Tegra, c'est une association qui regorge 8 membres cofondateurs. Il n'y a pas un membre fondateur, mais il y a 8 membres cofondateurs. Si nous parlons du médecin, c'est parce que la question que vous aviez posée de savoir pourquoi commencer par la structure sanitaire. Pendant ce temps-là, celui-là travaillait déjà. Il avait déjà une expérience dans le domaine. On s'est dit qu'on ne pouvait que commencer avec quelque chose où vous maîtrisez le mieux. Or, il y a déjà un qui s'était prédisposé pour être un volontaire pour mettre en place la structure et démarrer les activités. Okay. Alors, on ne pouvait que mordre à ce que vous connaissez beaucoup plus mieux que commencer par les autres projets
où on n'avait pas des animateurs parmi les cofondateurs. Voilà. Très bien. Donc, vous avez exploité les moyens financiers de votre ami pendant que vous étiez encore fiancé, vous n'aviez pratiquement rien. Entre amis, lui, il a les moyens financiers, vous avez peut-être les idées avec les autres, alors vous l'avez exploité dans ce domaine et puis que vous êtes parti. D'exploiter, le mot est dur et fort. Hein. Non, il n'y a pas d'exploitation. Il n'y a pas d'exploitation parce que les idéaux, on les mûrissait jour pour jour, tous en équipe. Outre ces idéaux, il a mis également de ses moyens. Les moyens, oui, mais ce n'est pas seulement lui qui a mis les moyens. C'est depuis 2014 que je travaille. Et depuis 2004 plutôt, en janvier 2004 que je travaille quelque part. Et depuis 2005, je suis marié. Par conséquent, question de moyens, c'est une synergie que nous faisons, comme vous le savez, proportionnellement à ce que chacun peut avoir. Parce que c'est une association, il n'y a pas d'obligation. Les uns mettent les moyens, peut-être plus grands. Les autres mettent des moyens peut-être moyens ou petits. Et d'autres mettent leur expertise et leur temps. Voilà. Donc, pour que vous puissiez réussir dans une association, ce n'est pas l'affaire des moyens, je le répète, c'est d'abord une philosophie et une vision. Si vous avez une même vision, vous avez une même philosophie, avec ou sans moyens, vous pouvez réussir et aller loin. J'ai compris, vous êtes PCA de Tega, donc vous avez soit une plus grande vision que les autres, ou soit des grands moyens financiers que les autres. Bon, nous pouvons passer pour ne pas vous mettre très mal à l'aise. Alors, nous sommes dans ce domaine-là de la santé. Et comment vous avez commencé maintenant à financer? L'histoire a commencé, et comment c'est parti, et comment ça a évolué? Voilà, nous avons commencé par la construction. Oui. Quand on construit, je crois que vers ces années-là, avoir les équipements neufs, le matériel neuf, ce n'était pas facile à Lubumbashi. Oui. Tout simplement, tout ce qu'on pouvait avoir comme matériel, ça devait venir de l'extérieur et puis à plus cher. De deux, on n'avait pas de connexion vers l'extérieur pour savoir avoir le matériel qu'il faut. Alors c'était une difficulté énorme pour le démarrage, pour avoir les équipements. Il s'est fait qu'à un certain moment, nous avons eu un peu de moyens et l'équipe m'a désigné pour que je puisse partir en Inde pour aller chercher l'équipement de labo, de laboratoire. Oui. Et là, pour la première fois, je suis allé en Inde pour chercher cet équipement et 10 jours après, je suis rentré avec tout l'équipement de labo. Et quand nous ouvrons en 2014, je crois que notre laboratoire était parmi les meilleurs et les laboratoires de référence. Est-ce qu'il continue à être le meilleur jusqu'à aujourd'hui, dans ce monde concurrentiel? Jusqu'à aujourd'hui, il continue à tenir. Et parce qu'actuellement, nous avons maintenant plusieurs associés et par conséquent, on accède à des matériels de qualité qui sont beaucoup plus modernes. Du côté de la Chine, pour l'instant, beaucoup de nos partenaires font partie de la Chine, ceux-là qui nous équipent. Alors, nous avons eu cet équipement-là et sur place, nous avons eu la chance d'être avec des humanitaires qui nous ont assisté avec d'autres matériels par rapport à la maternité. Et après, plus tard, nous avons rencontré un promoteur qui avait déjà payé quelques lits et certains matériels, mais qui étaient de trop. Après avoir équipé sa structure, nous avions pris ce que nous pouvions prendre et c'est ainsi que nous avons constitué notre premier lot de matériel. Et ce matériel-là, en tout cas à 80%, c'était de matériel neuf. Ce qui fait que
lors de démarrage, je crois pendant ce temps-là, l'inspecteur provincial de la province de la santé, était présent lui-même pour démarrer, pour lancer l'ouverture officielle des structures d'intégration. Voilà. Très bien. Alors, vous avez commencé, vous aviez les objectifs au départ. La santé, c'est le domaine qui a engendré tous les autres domaines, parce que vous avez commencé par là. Tout à fait. Et ces objectifs-là, aujourd'hui, c'est 13 ans après, est-ce que vous les avez déjà atteints? Ou si en termes de pourcentage, c'est à combien de pourcents, si vous les avez déjà atteints? Vous vous étiez fixé d'abord quoi en implantant ce domaine-là sanitaire? Pour quels objectifs? Et vous les avez déjà atteints? Notre objectif était de desservir la population démunie dans des quartiers où nous avons estimé que la santé n'était pas de proximité. C'est ainsi que nous avions commencé par Kilobelobé, notre centre de santé actuellement, centre de santé de référence. Et quand on construisait, c'était un milieu entouré d'une population sans moyens. Et pour que la personne puisse accéder à des structures de santé de qualité, il fallait parcourir au-delà de 10 km. C'était un nouveau quartier. Oui. Et quand nous avons commencé, effectivement, nous avons aidé cette population-là. Et surtout que nous sommes intégrés dans la politique nationale, c'est-à-dire nous œuvrons comme des structures en partenariat avec la zone de santé. C'est que nous suivons, n'est-ce pas, la règle de la zone de santé. Par conséquent, de servir les gens à des prix préférentiels. Et ça se passe comme ça. Et dans ce quartier-là, quand nous parlons ici, ça devient une structure de référence sur des maternités. Ok. Actuellement, nous enregistrons 60 à 70 accouchements par mois. Voilà. Très bien. Là, je comprends que vous êtes quand même satisfait de ce parcours-là. Par rapport au quartier, oui. Et on ne s'est pas arrêté par là parce qu'on devait desservir des endroits où il n'y a pas de structure. C'est ainsi qu'en 2016, nous avons pensé, on a senti le besoin de mettre une deuxième structure. On a échangé en équipe. On s'est dit, on peut mettre ça où? Quelqu'un nous dit qu'on peut mettre ça à Kinsenda. C'est un village, moi personnellement, je n'étais jamais arrivé là bien avant. Ok. Et la plupart d'entre nous n'étaient jamais arrivés là. Mais tout simplement, on a senti ce besoin-là d'aller de l'autre côté. C'est ainsi qu'en 2016, nous avons pris notre véhicule en équipe. Nous sommes allés, je crois, pendant ce temps-là, je me rappelle, on était à 5 ou 6. Nous sommes arrivés sur place, un endroit inconnu, mais nous avons le fardeau de mettre une structure hospitalière. Ok. Et pour commencer, on a posé la question, donnez-nous l'adresse des bureaux de l'État. C'est ainsi qu'on nous a amenés au bureau des secteurs. Nous sommes arrivés là-bas. Nous avons vu ceux-là qui étaient présents, les agents de l'État, parmi lesquels il y avait un qui était chargé du social. Ok. Et nous sommes expliqués, en tant qu'ONGD, nous avons eu ce poids de venir mettre une structure hospitalière ici. Est-ce qu'il y a ce besoin dans ce coin? Alors c'était d'abord une surprise, des gens inconnus, des gens qui ne sont pas du coin. Oui. Alors c'était encore une joie pour eux. Ils nous diront que non, là ça vient au point nommé. Ici les gens meurent presque à tout moment avec des accouchements. Quitter ici pour arriver à Kasumbalé, ça c'est à peu près 30 km. Il faut avoir des moyens de transport pour aller là-bas et tout ça. Si vous le faites ici, vous pouvez sauver la vie de plusieurs. À nous leur avons dit que bon, on ne connaît pas l'endroit, nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons faire,
on n'a pas de locaux, ils disent que nous allons nous en charger pour vous chercher des locaux. Sur place, ils ont fait des contacts des personnes, ils ont eu un certain monsieur qui avait 7 pièces du côté village. Ok. Alors, ils l'ont parlé que nous avons une organisation qui voudrait faire ceci, cela. Alors, ce monsieur a dit, c'est possible que je puisse disponibiliser ces maisons-là pour eux. Le même jour, nous sommes allés, nous avons visité. Après avoir visité, les conditions n'étaient pas vraiment acceptables. Mais comme c'était une vision, nous nous sommes dit, démarrons seulement comme ça. C'était des pièces de 3 mètres sur 3 mètres sur 2,5, 7 pièces comme ça, dans une même parcelle. Bon, nous avons écrit là-bas, centre de santé, et nous avons commencé. Et c'est parti. Alors, ce jour-là, nous avons laissé la garantie, et puis nous sommes rentrés à Lubumbashi, et nous sommes allés nous préparer, et puis on a apporté un modeste équipement dans un premier temps, parce que ce n'était pas à la hauteur. Oui. Au même moment, parce que nous devrions nous faire connaître avec les officiels, on nous a montré là où il y a le secteur. De ce côté-là, nous sommes allés au niveau du secteur, on a vu le chef de secteur qui était aussi content pour ça. Il nous a donné les papiers, nous avons payé les papiers qu'il fallait pour l'implantation de l'organisation là-bas. Et nous avons commencé le travail et ça a donné des fruits. Quelques temps après, c'est-à-dire, je crois, 4 mois après qu'on ait commencé, le chef de secteur nous a invités. Il nous dit que la population apprécie beaucoup ce que vous faites comme travail, mais l'endroit n'est pas approprié. Si vous souhaitez et que vous pouvez avoir des moyens, je peux vous donner un espace, comme ça vous allez construire et travailler normalement. Pour nous, nous avons compris que c'était une concrétisation d'une vision. Ok. Alors nous avons accepté, ils nous ont donné une place à la fin du village. Le village se termine par ici et on nous a accordé une place là-bas. Alors nous avons estimé la place qu'on nous a donnée que c'était trop petit. Nous avons aussi ajouté quelques espaces en achetant. Le premier espace gratuit, et là vous avez maintenant acheté. Oui, nous avons acheté pour compléter. Exact. Parce qu'ils nous ont donné un espace, je crois, de 60 sur 60. Vous faisiez toujours en groupe comme ça? Oui, toujours en groupe. Mais vous avez laissé les deux à côté, en 6 toujours. Les deux étaient où? Monsieur Hugues, on ne peut pas être toujours ensemble comme de fourmis. C'est la majorité, hein, c'est la majorité. Le problème, c'est qu'il y a toujours une délégation pour faire un travail. D'accord, soit ils étaient en esprit avec vous. Oui, c'est comme là, quand moi je suis ici, je ne suis pas avec tous les restes. Exact. Mais ce que je fais, ils suivent et ils sont au courant de tout ce qui se passe. Exact. Et quand je suis ici, il y a quelqu'un d'autre qui fait autre chose ailleurs, ainsi de suite. Très bien. Et voilà que vous avez fait l'histoire, la structure sanitaire a vu jour là-bas et c'est parti à Kinsène. Et c'est parti, on a eu, après avoir construit, nous avons appelé le chef de division provinciale de la santé qui est allé inaugurer à Kinsenda, en présence des chefs de terre, le chef de secteur, ainsi que le médecin-chef de zone de la zone de santé de Sakanya. C'est-à-dire, ils étaient là et tout est parti comme ça. Et quand nous vous parlons, c'est une structure de référence au vrai sens du terme, parce qu'on a même des malades qui viennent de la Zambie, les villages limitrophes de la RDC qui viennent là-bas. Très bien. Et les TEGA que nous voyons ici au centre-ville, là c'est venu après? C'est venu après. Parce que vous avez commencé avec la périphérie, oui. Les milieux un peu reculés, maintenant vous voulez entrer maintenant. Au centre-ville, c'est que c'était à la demande de certains patients, parce que nous avions des patients qui venaient peut-être de partout. Et certains ont trouvé que vers Kilobelo c'était loin. Ils ont pensé que si on pouvait avoir une place en ville, serait vraiment quelque chose qui allait faciliter l'accessibilité. Tout à fait. C'est ainsi qu'on a commencé avec un dispensaire, d'abord au niveau de
de la place de la Poste. Après cela, je crois une année après, c'est ainsi qu'on a eu l'endroit où nous avons mis l'hôpital. Là, nous sommes locataires. Très bien. Alors, nous passons dans un autre domaine. Vous avez cheminé en parcourant toujours, vous évoluez et vous êtes dans le domaine de l'éducation. Il y a une école technique qui est en cours de construction, c'est ça? En cours de construction, mais fonctionnelle déjà. Fonctionnelle déjà. Oui. Qu'est-ce qui va différencier cette école technique des autres écoles que vous avez déjà trouvées sur le terrain? Parce que les écoles techniques, il y en a. TEGRA aura quelle touche particulière pour que nous parlions que vous avez quand même parcouru une certaine étape de quelque part à une autre étape? C'est une bonne question, M. Hick. Dans notre vision, nous avions été inspirés premièrement par les écoles catholiques, les Salésiens. Ok. La Roachi, là-bas nous avons la maison des jeunes, c'est un centre de formation. Il y a la menuiserie en premier plan, mais il y a aussi l'agriculture qui s'est fait en second plan, et puis d'autres formations. Il y a Salama, qui nous a inspirés dans sa façon d'évoluer. Et à son temps, on entendait Salama comme une référence par rapport aux pièces des véhicules. S'il faut faire des pièces, c'est Salama. Et puis, il y a la Cité des Jeunes. Oui. En tout cas, partant de ces trois structures, sont là vos unités de mesure. oui, on avait un rêve. On se disait, est-ce que c'est impossible de faire quelque chose dans ce sens-là? À son temps, on se disait que c'était impossible parce que ce sont des Blancs. On sait que ce sont des missionnaires. Il y a des fonds qui viennent de l'Europe et de partout. C'est pourquoi ils font ça. Oui. Mais avec le temps, quand nous avons commencé à travailler, nous nous sommes dit que c'est possible qu'on fasse quelque chose de pareil qui peut être aussi une référence. Alors, nous avons commencé la construction le 30 juin 2015. C'était la première pierre qu'on a mise sur place et la construction a commencé. Aujourd'hui, nous sommes quelque part. On n'est pas encore arrivé par rapport à nos objectifs parce que l'idée finale pour nous est de faire de ce quartier-là une cité TEGRA, cité de métier. Nous pensons que d'ici 5 ans, c'est possible que cette cité de formation puisse avoir au-delà de 14 ateliers et laboratoires. Nous voulons que les élèves qui font le cycle long puissent avoir le temps de s'appliquer. Les élèves qui font le cycle court ou ceux-là qui font la formation d'employabilité puissent s'appliquer et avoir une formation conséquente. Les mêmes matériels dans le domaine sanitaire, vous nous rassurez que dans le domaine aussi éducationnel, il ne faut pas que, comme les autres écoles, ils dessinent le moteur au tableau sans voir le moteur. Ici, c'est les pistons, mais ils n'ont pas la pratique comme ça. Est-ce que vous nous rassurez que c'est ce que nous allons trouver chez TEGRA? Aujourd'hui, nous ne sommes pas à ce niveau-là, mais nous sommes en voie. Il y a déjà des ateliers qui existent. Il y a des ateliers qui sont déjà commandés pour l'équipement. Je crois qu'à partir de l'année prochaine, cette visibilité-là sera manifeste. Et par rapport aux ateliers, nous sommes en pleine construction des ateliers. Si vous arrivez là-bas, vous allez trouver les ateliers en train d'être construits, d'autres en train d'être étoilés, d'autres en pleine finition. C'est-à-dire c'est un travail en série qui se fait. Le parcours et continue. La finalité, c'est que nous devons avoir, chaque atelier devra constituer toute une entreprise pour l'occupation des enfants du domaine. Voilà, c'est-à-dire si vous allez à je ne sais pas, au labo de l'électricité, nous voulons voir tout un service d'électricité
qui travaillent et qui essaient un peu de s'autosuffire. Très bien. Vous avez déjà envoyé les élèves aux exétats, jusque-là pas encore? Oui, cette année sera la 3e année. C'est comment les résultats? Jusqu'ici, nous sommes dans le bon. Première année, 100%. Deuxième année, 100%. Troisième année, nous avons eu quelques cas d'échec. Mais nous avons nagé autour de 85%. C'est dans le bon. Nous sommes maintenant dans le domaine agro-pastoral, un autre domaine. Oui. Vous êtes à Kinsenda toujours. Vous m'aviez parlé d'une fois des espaces où vous aviez mis des maïs et autres. Pas à Kinsenda. Là, nous sommes dans le territoire de Kassongo, sur la route Kassenga, au niveau de 41. Vous entrez. Oui. Et il y a 2 villages. Il y a le village Mouloulou et le village Kaputula. Nous sommes, notre ferme est entre les 2 villages-là. Ok. Et là, je pense que vous aidez quand même, c'est pas le gouvernement provincial. Vous bénéficiez également des intrants du gouvernement provincial? Nous ne sommes pas encore bénéficiaires parce que, comme vous le savez... Après, vous suffisez, vous évitez... Non, ce n'est pas ça. Vous-même. Le gouvernement a une charge plus grande. Et quand le gouvernement commence avec la politique de village agricole, il est en train d'évoluer progressivement. D'accord. De ce côté-là, on n'a pas encore bénéficié, mais je crois que l'identification continue à se faire. Par contre, dans le domaine de la pisciculture, nous avons été identifiés, nous avons été participants au forum sur la pisciculture qui s'est tenu ici à Lubumbashi, et nous sommes en train d'évoluer. Je crois que nous serons bénéficiaires en temps utile. Vous croyez? Bon, espérons que vous allez avoir aussi ces moyens-là. Donc, à comprendre, ce n'est que le domaine sanitaire qui finance les autres domaines. Donc, le domaine, ce n'est pas père ou mère finançant les autres, c'est le domaine sanitaire. Ou encore vos propres moyens que vous avez déjà emmagasinés. Ne me dites pas que vous faites ce travail bénévolement, honorable. Il n'y a pas de bénévolat, Ok. mais nous sommes encore en train de subventionner tous les projets. Ok. Mais depuis 2 ans, le projet sanitaire s'autosuffit. Oui. Et nous nous concentrons aux 2 domaines, éducatif et agropastoral, qu'on est encore en train de subventionner. Si je parle de subvention, c'est que les membres continuent à contribuer. Très bien. Alors, l'élevage, vous ne pensez pas à ça? Si. C'est dans le projet. C'est encore un projet. C'est encore un projet. Cette année, nous devons construire. La pisciculture est déjà opérationnelle. Là, nous avons essayé avec c'est quoi encore? Les pondeuses. Hein? Je ne suis pas du domaine, comprenez. Okay. Je n'ai pas de terme qu'il faut. Avec des pondeuses, nous sommes au 40e jour où nous avons essayé de commencer avec l'échantillon de 100 pondeuses. Voilà. Mais nous n'avons pas encore déplacé ces animaux vers la ferme, tout simplement parce qu'il faut construire, il faut réunir les conditions. Oui. Alors ça se fait quelque part ici sur place, avec objectif de le ramener dans la ferme d'ici au mois d'août. Très bien. Donc les ambitions, il y en a toujours dans ce bloc-là des 8. Les portes ne seront pas encore ouvertes peut-être pour les autres qui veulent adhérer, ou vous dites que non, nous avons commencé notre histoire à 8. Les portes pour les autres, qu'ils pensent aussi autrement, il y a trop de l'espace. Hein. Monsieur Hugues, la vie c'est une continuité. Oui, exact. Rester à 8, c'est que nous appelons l'organisation à disparaître. Nous avons commencé, on était jeunes, aujourd'hui nous sommes là que nous sommes, c'est que
demain, nous sommes appelés à trépasser, à passer. Lorsqu'on ne met pas les gens, il n'y a pas les gens qui adhèrent, c'est-à-dire la fin de notre vie, c'est la fin de la vision. Or ça, ce n'est pas possible dans un monde de mouvement. Oui. Tout change, tout C'est bouge. que les portes sont ouvertes à tout le monde, il y a des conditions. Et appartenir à Tega ne veut pas dire qu'on doit être nécessairement membre, je ne sais pas, membre cofondateur, non. Le 9 constitue le noyau de la Fondation Tegra, Oui. mais nous sommes entourés, aujourd'hui nous avons un effectif qui frôle 200 personnes qui sont là comme employés ou qui sont là comme volontaires, comme journaliers dans les différents domaines. Et vous payez régulièrement, il n'y a pas de problème côté paye. Bon, Oui. Vous donnez des explications. Nous faisons ce que nous pouvons dans les limites de nos possibilités. Alors, nous avons parlé presque de tout, nous sommes en train de chuter, honorable. Dans tout ce que vous faites là, comment vous réussissez à ne pas être agité devant l'argent? L'autre fois que je vous ai reçu ici, en sortant, mes collègues vous ont suivi, ils ont vu la bagnole que vous avez là. Mais vous êtes calme, posé, humble, confondiant nous autres ici. Mais comment vous faites dans ce parcours aussi élogieux que vous venez de nous retracer ici? Mais vous gardez toujours vos pieds sur terre. C'est quoi la raison? Pour nous jeunes aujourd'hui, il faut que Bani sentir, hein, il faut que je bombe le temps. Mais pour comment parce qu'avec votre véhicule, par exemple, il y a des maisons qui peuvent être construites avec rien que votre véhicule que vous avez. Mais comment vous faites en restant toujours posé et humble, comme la manière dont vous parlez là? Monsieur Hugues, vous n'êtes pas différent de moi. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Oui. Ce que vous faites dans votre domaine, c'est vous donner le meilleur de vous-même. C'est la même chose que ce que nous faisons de notre côté. Nous n'avons pas de véhicule pour dire c'est un véhicule pour chercher à impressionner quelqu'un. Non. C'est un moyen de déplacement comme tout moyen de déplacement. Vous devez prendre aussi même un petit ticket. Oui, qui peut se faire. Et ne soyez pas surpris si vous me voyez dans un véhicule de transport en commun parce que je le fais régulièrement. Ça sera la fausse modestie. Je le fais régulièrement. Il vous faut toujours la bagnole qui est garée là devant. Non, le problème c'est que c'est un moyen de déplacement, ça n'a rien à faire avec, je ne sais pas, une qualification distinctive dans une société. Non. Donc nous sommes les mêmes. Pour votre gouverne, il y a des gens qui ont beaucoup plus de moyens et on ne parle jamais d'eux. Et qui font beaucoup de choses et on ne parle jamais d'eux. Okay. Ce que nous ne sommes rien, nous sommes comme tout le monde et chacun a seulement le souci d'apporter un petit plus à la société pourvu que tout le monde puisse en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de moyens que nous pouvons vous dire que nous avons des moyens qui peuvent nous distinguer des autres. Non, on n'a pas de moyens, nous avons seulement les idées que nous cherchons à concrétiser. Et ces idées-là, pour les concrétiser, encore une fois, je répète, ce n'est pas l'argent qui concrétise les idées, mais c'est la volonté. Si vous avez la volonté, vous avez un rêve, à chaque fois vous réfléchissez dessus, jour pour jour, vous pouvez faire un pas et vous pouvez arriver quelque part. Et les gens peuvent, après avoir vu ce que vous avez concrétisé après, je ne sais pas, 20 ans, pour certains, ils peuvent vous catégoriser de mystique, pour d'autres, de quelqu'un qui est surnaturel. Or, ça n'existe pas. Dans des loges. Voilà, dans des loges, tout ça, ça se dit et ça se comprend. Ça se comprend. Et je ne sais pas, autrefois, je dis que quand on était des enfants là,
quand on voit quelqu'un passer dans un véhicule, on disait que Niki Sanduku kile kiko napita. Exact. Nous étions des enfants. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, quand nous parlons, il y a aussi des gens qui réfléchissent comme ça. Voilà. Alors, par conséquent, nous ne pouvons pas nous figer à ce que les gens disent. Exact. Voulez-vous être vous dans la vie? Fermez les oreilles. Ne soyez pas impressionnés par ce que les gens disent tout autour de vous. Peu importe, dans le bon ou dans le mauvais, que cela ne puisse pas vous bouger, vous secouer. Très bien. Vous avez vos objectifs, Oui. poursuivez vos objectifs jour pour jour. C'est lorsque vous mettez la discipline personnelle, lorsque vous apprenez comment faire pour devenir un vrai leader, ça vous permet de réaliser des grandes histoires, mais c'est en soi un prix du sacrifice, un prix de la discipline et un prix, je dirais, d'une consécration totale dans le domaine. Très bien. Voilà. Honorable, c'est par ces belles paroles, réconfortantes d'ailleurs, que nous allons terminer cette émission. Je pense que vous avez encore une fois aidé quelqu'un, un jeune, à comprendre que la vie, c'est ce que vous venez de dire en dernier lieu dans cette émission. Vous êtes dignitaire d'État. Nous voulons que vous restiez toujours digne. Notre référence, que vous nous inspirez, que vous inspirez encore les jeunes. Vous êtes ambassadeur universel de la paix. Cherchez à mettre la paix toujours ici dans la ville de Lubumbashi. Avec la nourriture, les familles peuvent être paisibles. Nous allons vous suivre. Nous allons rester derrière vous pour voir réellement, parce que quand on vous élève, la nudité reste à vue, donc on peut tirer à boulet rouge sur vous. En tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation, honorable. Merci beaucoup, M. Hick. Merci également à vous de nous avoir suivis. Parcours, recevez l'honorable dignitaire d'État, ambassadeur, diplomate international de la paix, Daniel Ngoy. Il est toujours parcourable. Donc à chaque fois que nous le recevons, il a toujours à parler des étapes par où il est passé, comment il les a franchies, pour aider aussi les autres à comprendre que la vie, c'est d'abord la vision, la détermination et le courage. Imitez-le. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Merci, honorable.